En 2006, un livre a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Il s'appelait Le Secret. Il avait été écrit par une Australienne nommée Rhonda Byrne. Il allait se vendre à plus de 30 millions d'exemplaires dans 50 langues. Oprah Winfrey lui consacrerait 2 émissions entières. Des célébrités, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau allaient le citer comme le livre qui avait tout changé pour eux. Le Secret promettait quelque chose de simple et de vertigineux à la fois. Que l'univers obéit à une loi, que cette loi est accessible à tous, que si tu la prends et l'appliques, la richesse, la santé, les relations, le succès, tout cela peut venir à toi, non pas par l'effort acharné, mais par la façon dont tu penses. Des millions de personnes ont essayé, beaucoup ont eu des résultats, beaucoup d'autres ont été déçus et se sont dit que c'était trop beau pour être vrai, et voici ce que presque personne ne sait. Le Secret n'est pas une invention de Rhonda Byrne. Le Secret est la réécriture modernisée, simplifiée, parfois édulcorée d'un livre publié 96 ans plus tôt. Un livre écrit en 1910 par un homme dont personne ne parle. Un homme qui s'appelait Wallace Delois Wattles. Un homme qui a passé la majorité de sa vie dans la pauvreté à chercher la réponse à une question simple: pourquoi certaines personnes s'enrichissent et d'autres pas? Rhonda Byrne a mentionné Wattles dans les sources de son livre, un nom parmi d'autres dans une liste. Mais elle n'a pas dit ce que je vais te dire maintenant. La structure de Le Secret, les concepts centraux, le mécanisme de la visualisation, la pratique de la gratitude, la loi de l'attraction telle qu'elle l'a décrit, tout cela vient de ce livre de 1910. Ce que tu vas entendre dans cet audiolivre, c'est la source, pas la copie. La source est infiniment plus précise, plus rigoureuse et plus puissante que ce qu'on en a fait. Avant de commencer, je veux te dire quelque chose sur la façon dont tu vas probablement réagir à ce que tu vas entendre. Il y a 2 types de réactions possibles face au système de Wattles. La première réaction est le scepticisme. C'est du New Age. C'est de la pensée magique. Tout ça est trop beau pour être vrai. Si c'est ta réaction, je te demande juste de rester, pas de croire d'écouter. Les mécanismes que Wattles décrit ont des explications rationnelles que je vais te présenter au fur et à mesure. Et ce que la science du 20e et du 21e siècle a découvert sur le cerveau, sur l'attention, sur les systèmes d'activation réticulaire, sur la neuroplasticité, tout ça converge vers les principes que Wattles avait identifiés intuitivement en 1910. La deuxième réaction est l'enthousiasme immédiat. C'est exactement ce que je cherchais. Je vais enfin être riche. Si c'est ta réaction, je te demande quelque chose de différent, la patience. Les principes de Wattles ne sont pas un raccourci. Ils ne produisent pas des résultats en 24 heures. Ils sont une science avec tout ce que ça implique de rigueur, de constance et de temps, mais ils fonctionnent. Et après avoir lu le livre de Wattles dans sa forme originale et avoir croisé ses idées avec des décennies de recherche en psychologie et en neurosciences, je peux te le dire avec une conviction réelle. Ce que tu vas entendre fonctionne. La condition, c'est que tu l'appliques vraiment, pas que tu l'écoutes et que tu acquiesces, que tu l'appliques. Chapitre 1, Wallace Wattles, l'homme que Rhonda Byrne n'a pas présenté. Wallace Wattles est né en 1860 dans l'Illinois, aux États-Unis. Sa vie, pendant la majeure partie de son existence, est une série d'échecs. Il essaye le journalisme, ça ne marche pas. Il essaye la politique, ça ne marche pas. Il essaye plusieurs entreprises, elles échouent. Il grandit dans la pauvreté, il construit une famille dans la pauvreté, et il reste dans la pauvreté pendant des décennies. Mais quelque chose en lui refuse de conclure que c'est son destin. Il commence à lire tout ce qu'il peut trouver sur la philosophie, la psychologie naissante, les principes du succès, Hegel, Emerson, Descartes. Les écrits des premiers penseurs de ce qu'on appelle le mouvement New Thought, cette école américaine de la fin du 19e siècle qui explore le lien entre la pensée et la réalité matérielle. Et progressivement, à travers des années de lecture, de réflexion et d'expérimentation personnelle, Wattles arrive à une conviction. La pauvreté n'est pas une question de chance, elle n'est pas une question de mérite, elle n'est pas une punition et elle n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une façon de penser. Et s'il existe une façon de penser qui produit la pauvreté, et Wattles en est convaincu, alors il doit exister une façon de penser qui produit la richesse. Il passe les dernières années de sa vie à tenter de formuler cette façon de penser avec la précision d'une science, pas d'une croyance, pas d'une philosophie vague. Une science, un ensemble de principes qui fonctionnent avec la même régularité que les lois de la physique, indépendamment de qui les applique. En 1910, il publie The Science of Getting Rich, la science de s'enrichir. L'année suivante, en 1911, Wallace Wattles meurt. Il n'a presque pas eu le temps de voir son livre exister dans le monde.
Il n'a pas eu le temps de voir ce qui allait lui arriver, comment il allait traverser le XXe siècle dans l'obscurité, lu par une poignée de connaisseurs, avant de devenir la source secrète du best-seller le plus vendu du XXIe siècle. Sa fille Florence témoignera qu'il avait changé dans les dernières années de sa vie. Que la pauvreté qu'il avait connue toute son existence avait commencé à se dissoudre au fur et à mesure qu'il développait et appliquait les principes de son livre. Que les dernières années avaient été celles d'une transformation réelle. Il est mort avant que le monde sache qui il était. Mais son idée, elle, a survécu. Je veux m'arrêter un moment sur ce que représente la vie de Wattles, parce qu'elle contient quelque chose d'important avant même d'entrer dans le contenu de son livre. Wallace Wattles n'était pas un homme né dans le privilège qui théorisait sur la richesse depuis un bureau confortable. Il était quelqu'un qui avait vécu la pauvreté de l'intérieur, dans sa texture quotidienne, pendant des décennies. Il connaissait le poids du manque. Il connaissait l'humiliation de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il connaissait le sentiment d'essayer et d'échouer, encore et encore, sans comprendre pourquoi. Et c'est précisément pour ça que son livre a une qualité que beaucoup d'autres livres sur la richesse n'ont pas. Il n'est pas écrit depuis la théorie. Il est écrit depuis la recherche désespérée d'une vérité qui fonctionne. Quand Wattles dit que la richesse est accessible à tous, il ne le dit pas comme quelqu'un qui l'a toujours été. Il le dit comme quelqu'un qui a passé la première moitié de sa vie à chercher pourquoi elle ne l'était pas pour lui et qui a finalement trouvé la réponse. Cette distinction est fondamentale. Les principes qu'il va te transmettre ne sont pas des spéculations intellectuelles. Ils sont le distillat de décennies d'observation, de lecture, d'expérimentation et d'application personnelle. Ils ont été testés sur la vie la plus résistante qui soit la sienne. Et l'idée centrale de ce livre est d'une simplicité radicale. Il existe une façon de penser qui produit la richesse. Elle peut s'apprendre, et quand elle est appliquée avec précision, elle fonctionne toujours. Chapitre 2, il existe une science de s'enrichir. Le premier chapitre du livre de Wattles commence par une affirmation que beaucoup de gens trouvent inconfortable. Il est parfaitement juste que tu désires être riche. Pas « l'argent peut être utile si tu l'utilises bien », pas « la richesse n'est pas mauvaise en soi », pas d'excuses, pas de nuances, pas de mise en garde morale, il est juste que tu veuilles être riche. Wattles explique pourquoi avec une logique qui va peut-être te surprendre. La richesse n'est pas une fin en soi. C'est la condition qui permet à un être humain de vivre pleinement, d'exprimer son corps, son esprit, son âme à leur capacité maximale. Parce que la vie est une expérience multidimensionnelle. Elle a besoin de nourriture, d'espace, de beauté, d'éducation, de liberté, de temps. Et toutes ces choses, dans la société dans laquelle nous vivons, nécessitent de l'argent. Quelqu'un qui vit dans la pénurie matérielle ne peut pas s'exprimer pleinement. Il est trop occupé à survivre pour explorer, créer, aimer, contribuer. La pauvreté n'est donc pas une vertu. Elle est une contrainte qui empêche le développement humain. Et vouloir être riche, pas pour accumuler, pas pour dominer, mais pour vivre pleinement et contribuer pleinement, est non seulement acceptable mais nécessaire. Cette idée, en 1910, est révolutionnaire. Elle va à l'encontre de siècles de morale religieuse qui associaient la pauvreté à l'humilité et la richesse au péché. Wattles ne s'en excuse pas. Ensuite, il pose le deuxième pilier de son système. Il est possible de s'enrichir par la science, pas par la chance. Pas par la chance d'être né au bon endroit, pas par la chance de connaître les bonnes personnes, pas par un talent exceptionnel ou un travail plus acharné que tout le monde. Par la science, et Wattles définit la science de façon très précise. Il ne parle pas de laboratoire ou d'équation, il parle d'un ensemble de causes qui produisent toujours les mêmes effets. Quand tu combines hydrogène et oxygène d'une certaine façon, tu obtiens de l'eau chaque fois, sans exception. Quand tu agis, penses et te positionnes d'une certaine façon, tu obtiens de la richesse chaque fois, sans exception. Il va plus loin. Il dit que le talent n'est pas un prérequis, que tu peux être d'intelligence ordinaire et devenir extraordinairement riche, que tu peux naître sans ressources, sans connexion, dans une ville sans opportunité visible, et que si tu appliques les principes qu'il va décrire, tu t'enrichiras quand même. Parce que ces principes opèrent à un niveau plus profond que les circonstances. Ils opèrent au niveau de la cause. Et les circonstances, la famille, la ville, l'éducation, l'époque, ne sont que des effets. Des effets qui peuvent changer quand la cause change. Il y a quelque chose dans cette affirmation qui résiste à beaucoup de gens. Et je comprends pourquoi. On vit dans une époque où les inégalités de naissance sont réelles, documentées, mesurables, où le code postal dans lequel tu nais prédit statistiquement tes revenus futurs avec une précision troublante.
où l'accès à l'éducation, au réseau, au capital de départ n'est pas distribué équitablement, Wattles ne nie pas ces réalités. Ce qu'il dit est plus précis que ça. Il dit que parmi toutes les personnes qui naissent dans les mêmes circonstances défavorables, certaines s'en sortent et d'autres pas. Et que la différence entre elles n'est pas dans leurs circonstances initiales, celles-ci sont identiques. Elle est dans quelque chose d'autre, dans leur façon de penser. Et que cette façon de penser peut être identifiée, comprise et reproduite. Ce n'est pas une négation des inégalités, c'est une affirmation qu'il existe un levier qui opère au-dessus d'elle. Et que ce levier, tu peux l'actionner. C'est là que commence l'originalité de Wattles. Et c'est là que Rhonda Byrne a puisé la colonne vertébrale de son livre sans jamais vraiment l'expliquer avec cette précision. Chapitre 3, la substance formatrice, ce qui constitue tout ce qui existe. Voilà le fondement de la science de Wattles. Et je vais te le présenter tel qu'il ne le présente pas, en édulcorant, pas en modernisant, pour le rendre plus acceptable. Parce que c'est précisément quand on le comprend dans sa logique originale qu'il devient puissant. Wattles dit ceci. Il existe une substance originelle qui constitue tout ce qui existe dans l'univers. Tous les étoiles, les pierres, les plantes, les animaux, les êtres humains, l'air, l'eau. Le feu est une manifestation de cette même substance sous différentes formes et à différentes densités. Cette substance n'est pas statique, elle est vivante, elle est intelligente et elle est perpétuellement en mouvement, perpétuellement en train de se former et se reformer en nouvelles structures, en nouvelles réalités. Wattles appelle ça la thinking substance, la substance pensante, ou parfois la formule substance, la substance sans forme. Parce qu'avant de prendre une forme physique, elle existe dans un état de potentialité pure, sans contour fixe. Cette idée n'est pas absurde du tout quand on la regarde à travers le prisme de la physique moderne. La physique quantique, une science qui n'existait pas en 1910 mais qui s'est développée dans le siècle qui a suivi, a montré que la matière à son niveau le plus fondamental n'est pas faite de particules solides. Elle est faite de champs d'énergie, de probabilités, d'états quantiques qui ne s'effondrent en réalité concrète que quand ils sont observés. Wattles n'avait pas ces mots, mais il avait l'intuition du phénomène, et voici la deuxième partie de son affirmation, la partie qui change tout. Cette substance pensante répond aux pensées. Quand une pensée est imprimée dans cette substance, avec suffisamment de clarté et d'intensité, la substance commence à se former dans la direction de cette pensée. Elle crée les conditions, les circonstances, les rencontres, les opportunités qui permettent à cette pensée de devenir réalité matérielle. C'est pas de la magie. C'est pas un souhait accordé par un génie dans une lampe. C'est un mécanisme qui fonctionne avec la régularité des lois physiques. Et l'être humain a la capacité de former des pensées. Donc l'être humain a la capacité d'imprimer des pensées dans cette substance. Donc l'être humain a la capacité, en principe, de créer les circonstances de sa propre richesse. C'est le fondement. Je veux marquer une pause ici parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Cela ressemble à de la métaphysique, à de la pensée magique, à quelque chose qui ne peut pas être pris au sérieux par quelqu'un qui s'intéresse à la réalité telle qu'elle est. Et je comprends cette résistance. Elle est raisonnable. Voici ce que je veux te proposer en réponse. La physique classique, celle de Newton, décrivait un univers de particules solides qui se déplacent dans l'espace selon des lois mécaniques. Dans cet univers, l'idée qu'une pensée puisse influencer la matière est absurde. Mais la physique quantique développée tout au long du XXe siècle décrit quelque chose de fondamentalement différent. À l'échelle subatomique, la matière n'est pas faite de particules solides avec des positions fixes. Elle est faite de champs de probabilité qui ne prennent une valeur déterminée que lors d'une mesure ou d'une interaction. Le célèbre chat de Schrödinger n'est qu'une illustration populaire d'un phénomène réel et documenté. Est-ce que cela signifie que les pensées attirent les événements comme des aimants? Pas nécessairement dans ce sens littéral. Mais cela signifie que la frontière entre le monde mental et le monde physique est beaucoup plus poreuse que la physique classique le laissait supposer. Et que Wattles, en 1910, avait l'intuition de quelque chose que la science allait mettre un siècle à commencer à cartographier. Aborde ce livre comme une hypothèse opérationnelle, teste ses principes, observe les effets et tire tes propres conclusions. C'est exactement ce que Wattles lui-même demandait. Maintenant, la question est comment imprimer une pensée dans la substance formatrice de façon à ce qu'elle produise un effet réel dans ta vie. Et c'est là que Wattles développe quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus exigeant que ce que le Secret en a fait. Chapitre 4, penser d'une certaine façon. Le concept central de toute la science de Wattles est contenu dans une expression anglaise de 4 mots. Thinking in a certain way. Penser d'une certaine façon, pas juste
penser positivement, pas juste visualiser ce que tu veux, pas juste envoyer des vibrations à l'univers. D'une certaine façon, une façon précise, structurée, délibérée. Et Wattles passe une grande partie de son livre à expliquer exactement en quoi consiste cette façon. Le premier élément est la clarté de l'image. Wattles dit que la majorité des gens ont des désirs vagues. Ils veulent plus d'argent, ils veulent être riches, ils veulent réussir. Mais si tu demandes à quelqu'un ce que ça signifie concrètement, combien d'argent exactement, quelle maison précisément, quelle vie dans ses détails quotidiens, la réponse devient floue. Et une pensée floue produit une impression floue dans la substance. Une impression floue produit des circonstances floues. Wattles demande quelque chose de très différent. Il demande que tu construises une image mentale aussi précise qu'une photographie de ce que tu veux. Non pas une belle maison, mais une maison avec un jardin au sud, une bibliothèque sur le mur du fond, une lumière particulière le matin dans la cuisine. Non pas un revenu confortable, mais un montant précis, une façon précise de le gagner, une vie quotidienne précise qu'il te permet de mener. Plus l'image est précise, plus l'impression dans la substance est nette. Plus l'impression est nette, plus les circonstances qui se créent sont orientées. Le deuxième élément est la certitude. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Wattles dit que penser d'une certaine façon n'implique pas le doute. Pas « je voudrais que ça arrive », pas « j'espère que ça arrivera ». Pas même « je crois que ça pourrait arriver si les conditions sont bonnes ». Il dit que tu dois tenir cette image dans ton esprit avec la même certitude tranquille qu'un navigateur qui sait exactement où il va, même quand la mer est agitée. La tempête ne change pas la destination. La tempête n'est qu'une circonstance temporaire que tu traverses en maintenant le cap. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la naïveté. C'est une compétence mentale, la capacité à maintenir une vision claire de ce que tu veux, indépendamment de ce que les circonstances actuelles semblent dire sur sa probabilité. Et Wattles est très précis là-dessus. Les circonstances actuelles ne sont pas des preuves de ce qui est possible. Elles sont des preuves de ce que tu as pensé jusqu'ici. Les circonstances futures dépendront de ce que tu penses maintenant. Le troisième élément est la fréquence. L'impression dans la substance ne se fait pas en une visualisation d'1 minute le matin. Elle se construit par la répétition, par la fréquence, par la présence régulière de cette image, précise dans ton esprit tout au long de la journée. Wattles parle de tenir la vision, hold the vision. C'est pas une méditation formelle, c'est une orientation de fond, un état où l'image de ce que tu veux est présente quelque part en toi pendant que tu vas au travail, pendant que tu manges, pendant que tu parles aux autres. Pas de façon obsessionnelle, pas de façon anxieuse, mais présente, réelle, tenue. Et c'est cette fréquence d'impression qui crée ce que Wattles appelle l'élan. L'accumulation d'impressions dans la substance qui commence à orienter les circonstances dans la direction de l'image. Il y a quelque chose que la neurologie moderne a découvert qui éclaire ce point d'une façon que Wattles n'avait pas. Chaque fois que tu penses une pensée, un réseau de neurones s'active dans ton cerveau. Si tu penses cette pensée une fois, le réseau s'active une fois. Si tu la penses 100 fois, le réseau s'est activé 100 fois. Et la propriété fondamentale des neurones est que ceux qui s'activent ensemble se connectent plus fortement, c'est ce que les neuroscientifiques appellent la potentialisation à long terme, et que le psychologue Donald Hebb avait résumé dans les années 40 avec une formule restée célèbre « Neurons that fire together, wire together ». Ce que ça signifie concrètement, quand tu tiens régulièrement une image précise dans ton esprit, tu renforces les circuits neuronaux associés à cette image. Ces circuits deviennent plus saillants, plus actifs, plus présents dans ta façon de traiter l'information. Ton cerveau commence à remarquer dans l'environnement les éléments qui correspondent à cette image, des éléments qui étaient là avant, mais que tu ne voyais pas parce que ton attention n'était pas calibrée pour les capter. C'est ce que les psychologues appellent l'amorçage de l'attention. Wattles l'appelait l'impression dans la substance. Deux langages différents pour décrire le même phénomène, un phénomène que la science du XXe siècle a documenté et que Wattles avait anticipé par l'observation et l'expérimentation. Maintenant, il y a un quatrième élément que Rhonda Byrne a simplifié au point de le rendre presque méconnaissable. La foi rationnelle. Wattles ne demande pas une foi aveugle. Il ne demande pas de croire sans preuve. Il dit quelque chose de plus précis. Si tu comprends le mécanisme, si tu comprends que la substance pensante répond aux pensées, que les circonstances suivent les images mentales, que la science de l'enrichissement est réelle, alors la foi devient rationnelle. Ce n'est pas de la croyance malgré l'absence de preuves. C'est de la confiance basée sur la compréhension d'un principe, comme un chimiste qui est confiant que la réaction va se produire parce qu'il comprend le mécanisme chimique. Sa confiance n'est pas de la naïveté, c'est de la connaissance appliquée.
Et cette distinction foi rationnelle basée sur la compréhension versus foi aveugle basée sur l'espoir est l'une des choses les plus importantes de tout le livre de Wattles. C'est aussi l'une des choses que le Secret a le plus édulcoré. Chapitre 5, la gratitude, pas un sentiment, une technologie. Wattles consacre un chapitre entier à la gratitude. Et il ne le traite pas comme un exercice de bien, être ou une habitude positive. Il le traite comme une technologie. Une technologie précise avec un mécanisme précis et des effets précis. Voici sa logique. Tu te souviens du principe de base. La substance formatrice répond aux pensées. Mais Wattles dit quelque chose de plus subtil. Elle ne répond pas à n'importe quelle pensée avec la même intensité. Elle répond plus fortement aux pensées qui portent une haute charge émotionnelle. Et parmi toutes les émotions humaines, la gratitude peut être celle qui porte la charge la plus pure. Pourquoi ? Parce que la gratitude est une reconnaissance de ce qui est déjà là. Elle n'est pas aspirationnelle comme l'espoir. Elle n'est pas anxieuse comme le désir. Elle est ancrée dans le présent, dans la reconnaissance de quelque chose de réel, de quelque chose que tu possèdes déjà. Et quand tu es dans un état de gratitude authentique, ta relation avec la substance change. Wattles dit que la gratitude est le lien entre ce que tu es et ce que tu veux devenir. Le pont entre tes circonstances actuelles et les circonstances que tu cherches à créer. Et ce pont fonctionne parce que la gratitude maintient ton esprit dans un état d'ouverture, d'expansion, de réception, l'opposé exact de l'état de manque, de peur ou de ressentiment qui, lui, ferme les circonstances plutôt que de les ouvrir. Il va encore plus loin. Il dit que la gratitude pour ce que tu n'as pas encore reçu, la gratitude anticipatoire, est l'une des formes les plus puissantes de l'impression dans la substance. Être reconnaissant pour la richesse que tu n'as pas encore, pour la santé que tu construis, pour la vie que tu crées, et le faire avec une sincérité réelle, pas une performance, c'est envoyer à la substance un signal d'une clarté exceptionnelle. Tu ne demandes pas quelque chose que tu espères. Tu remercies pour quelque chose que tu tiens pour certain. C'est un niveau de foi, de certitude qui est très difficile à atteindre. Et c'est précisément pour ça que Wattles en parle comme d'une pratique. Quelque chose qu'on développe, qu'on affine, qu'on rend de plus en plus authentique avec le temps. Je vais ajouter quelque chose ici que Wattles n'a pas dit explicitement, mais que son système implique la gratitude est aussi un antidote à la comparaison. La comparaison, se mesurer en permanence aux autres, surveiller ce qu'ils ont, souffrir de ce qu'on n'a pas encore, et peut être le poison le plus efficace contre la science de s'enrichir. Parce qu'elle oriente l'attention vers le manque, vers ce qui n'est pas là, vers l'insuffisance. Et l'attention vers le manque imprime dans la substance l'image du manque. La gratitude fait exactement l'inverse. Elle oriente l'attention vers ce qui est là, vers l'abondance présente, même modeste, vers la réalité de ce qui existe déjà dans ta vie et qui mérite d'être reconnu. Et cette orientation, cet ancrage dans ce qui est présent et réel et positif, est précisément l'état mental depuis lequel la substance peut travailler dans la direction de l'image, pas depuis le manque, depuis la reconnaissance de ce qui existe. C'est une nuance fondamentale dans la pratique de la gratitude. La différence entre « je suis reconnaissant parce que j'ai peu et je l'apprécie », une forme passive de la gratitude, et « je suis reconnaissant pour ce qui est là et pour ce qui arrive », avec la certitude que les deux continueront de croître, une forme active et expansive de la gratitude qui est alignée avec le système de Wattles. Rhonda Byrne a gardé la gratitude dans le secret. Elle l'a même mise en avant. Mais elle l'a présentée comme une habitude positive, un outil de bien, être, quelque chose qui t'élève émotionnellement. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est la mécanique sous-jacente que Wattles décrit. La façon dont la gratitude agit sur la substance formatrice. La distinction entre la gratitude comme sentiment et la gratitude comme technologie de création. Et cette distinction change tout dans la façon dont tu l'appliques. Il y a une pratique concrète que Wattles suggère. Le matin, avant de commencer ta journée, prends un moment pour tenir dans ton esprit toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas une liste abstraite des choses réelles, concrètes, précises. La personne avec qui tu vis. Ta santé, le fait d'avoir de la nourriture, la capacité à lire, à penser, à apprendre, le fait d'être en vie. Et à cette liste, ajoute la richesse que tu es en train de créer. Pas comme un souhait, comme une certitude que tu reconnais à l'avance. Cette pratique quotidienne n'est pas de la pensée positive au sens vague. C'est une réorientation délibérée de ton esprit, chaque matin,
vers l'état mental dans lequel la substance formatrice peut travailler avec toi plutôt que contre toi. Chapitre 6. Agir d'une certaine façon. Voici l'endroit où Wallace Wattles est le plus radicalement différent de Rhonda Byrne. Et c'est l'endroit où le secret a causé le plus de dommages. Le secret a laissé beaucoup de gens avec la conviction qu'il suffisait de penser, de visualiser, d'être reconnaissant et que la richesse arriverait sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Que l'univers allait livrer ce qu'ils avaient commandé, comme un colis. Wattles ne dit pas ça. Wattles est explicite là-dessus. La pensée est nécessaire, la visualisation est nécessaire, la gratitude est nécessaire, mais elles ne suffisent pas. Elles créent les conditions, elles orientent les circonstances, elles ouvrent des portes, mais tu dois passer les portes. Et il appelle ce passage agir d'une certaine façon. Voici la première distinction fondamentale qu'il fait. L'action efficace n'est pas l'action maximale. La plupart des gens croient que plus ils travaillent, plus ils s'enrichissent. Que l'effort est directement proportionnel au résultat. Que si leur vie ne ressemble pas encore à ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne travaillent pas assez dur. Wattles dit que c'est faux. Il dit que l'effort excessif, l'activité frénétique, le travail sans direction claire, tout ça n'est pas de l'action efficace. C'est de l'agitation. Et l'agitation ne crée pas la richesse. Elle crée de l'épuisement. L'action efficace, selon Wattles, est l'action qui est alignée avec la vision que tu tiens. L'action que tu fais aujourd'hui dans la situation présente, qui est le meilleur mouvement possible en direction de l'image que tu as construite dans ton esprit, pas l'action maximale, l'action juste. Et pour identifier l'action juste, tu dois être dans l'état mental qu'il a décrit dans les chapitres précédents. Parce que c'est dans cet état mental calme, clair, certain, ouvert, que tu peux voir les opportunités que l'agitation anxieuse te cacherait. La deuxième distinction est tout aussi importante. Wattles dit que tu dois agir sur l'occasion présente. Il y a une tendance chez beaucoup de gens à attendre les grandes occasions, à attendre le moment parfait, la condition idéale, l'opportunité évidente et indiscutable avant d'agir. Et pendant qu'ils attendent, ils ne font rien avec ce qui est déjà devant eux. Wattles dit que ça ne fonctionne pas. La richesse ne t'est pas envoyée dans un grand emballage cadeau. Elle est distillée à travers tes actions quotidiennes dans tes circonstances actuelles. L'occasion présente, même si elle semble petite, même si elle ne ressemble pas à la grande percée que tu attendais, est l'endroit où ton action a un effet dans le monde réel. Et chaque action efficace dans l'occasion présente crée les conditions de la prochaine occasion, légèrement plus grande, légèrement plus proche de l'image que tu tiens dans ton esprit. Ce n'est pas une contradiction avec la substance formatrice, c'est son mode de livraison. La substance ne t'envoie pas la richesse, elle t'envoie des occasions. Et ces occasions, si tu les vois et si tu agis dessus avec la bonne qualité d'action, une action motivée par la vision plutôt que par la peur, par la certitude plutôt que par le doute, te rapproche de l'image. Wattles ajoute une nuance qui peut être la plus contre-intuitive de tout le livre. Il dit de ne jamais penser à la pauvreté quand tu agis. Pas en termes émotionnels, bien sûr, qui ne demandent pas de nier la réalité, mais en termes de motivation. Beaucoup de personnes agissent par peur du manque. Elles travaillent dur parce qu'elles ont peur de ne pas avoir assez. Elles font des efforts parce qu'elles fuient la pauvreté. Et cette motivation fuir quelque chose plutôt qu'aller vers quelque chose est exactement l'état mental qui empêche l'action d'être efficace. Parce qu'en te concentrant sur ce que tu fuis, tu imprimes dans la substance l'image de ce dont tu as peur plutôt que l'image de ce que tu veux. Agir, d'une certaine façon, c'est agir depuis la vision, depuis l'image, depuis la certitude de ce qui n'arrive pas, depuis la peur de ce qui pourrait rester. C'est profondément difficile à maintenir. Et c'est précisément pour ça que c'est une science qui s'apprend et s'affine. Il y a un troisième aspect de l'action que Wattles développe et qui mérite qu'on s'y arrête. Il appelle ça l'impression d'augmentation. Wattles dit que chaque interaction que tu as avec une autre personne, une négociation, une vente, une conversation professionnelle, même une simple rencontre doit laisser cette personne avec le sentiment qu'elle a reçu plus qu'elle ne donnait. Non pas au sens matériel nécessairement, mais au sens de la valeur perçue. Il dit que les personnes qui s'enrichissent durablement sont celles qui, dans chaque échange, cherchent à donner plus de valeur qu'elles n'en reçoivent, qui laissent leurs interlocuteurs avec un sentiment d'avoir été enrichis par la rencontre en information, en énergie, en perspective, en solution à un problème réel. Et il dit que ce n'est pas de la générosité désintéressée, c'est une mécanique. Parce que les personnes qui ont le sentiment d'avoir reçu plus qu'elles ne donnaient dans une relation reviennent, elles parlent de toi, elles t'envoient d'autres personnes. Elles créent autour de toi un cercle d'influence qui s'élargit. Et ce cercle d'influence croissant, ce réseau de personnes qui associent ton nom à une expérience de valeur est l'un des mécanismes les plus concrets par lesquels la richesse se construit dans le monde réel. Wattles appelle ça vivre sur le plan de l'augmentation. Chaque interaction, chaque action, chaque produit, chaque service
conçu pour apporter une valeur supérieure à ce qu'il coûte. Pas par charité, par science. À chapitre 7, ce que Rhonda Byrne a gardé, omis et transformé. Il est utile maintenant de regarder précisément ce que Le Secret a fait avec le livre de Wattles, parce que ce n'est pas un plagiat au sens juridique. Rhonda Byrne n'a pas copié des phrases mot pour mot. C'est quelque chose de plus subtil et dans un sens de plus révélateur. Elle a pris un système cohérent et précis et elle en a extrait les éléments les plus accessibles, les plus attrayants, les plus faciles à vendre à un grand public. Et ce faisant, elle a laissé tomber précisément les éléments qui rendent le système de Wattles réellement fonctionnel. Voici ce qu'elle a gardé. La loi de l'attraction, l'idée que les pensées attirent des circonstances similaires. C'est au cœur du livre de Wattles, bien qu'il ne l'appelle pas exactement ainsi. La visualisation, l'image mentale précise de ce qu'on veut, elle vient directement du concept de Wattles, d'imprimer une image claire dans la substance formatrice. La gratitude, la pratique quotidienne de reconnaissance, prise presque telle quelle du chapitre 7 de Wattles. Les témoignages Wattles lui-même racontent des exemples et des cas, Byrne les a multipliés et modernisés. Voici ce qu'elle a omis ou minimisé, la rigueur de la pensée. Wattles est très précis sur la qualité, la clarté et la cohérence de la pensée. Le Secret simplifie ça en pense positif, ce qui est une réduction qui enlève l'essentiel du mécanisme, l'exigence de l'action. Wattles consacre plusieurs chapitres à l'action efficace. Le Secret a minimisé ça au point que beaucoup de lecteurs ont cru qu'ils n'avaient qu'à visualiser et attendre. Wattles aurait été horrifié par cette lecture. La foi rationnelle. Wattles insiste sur le fait que la foi n'est pas de l'espoir émotionnel, mais de la confiance basée sur la compréhension d'un mécanisme. Cette nuance a presque entièrement disparu dans Le Secret. La définition précise de la richesse. Wattles est explicite. La richesse n'est pas juste l'argent. C'est la capacité de vivre pleinement dans toutes les dimensions physiques, mentales, spirituelles. Il y a une philosophie de la vie complète derrière son système. Le Secret l'a réduit à une machine à manifester des désirs. Et voici ce qu'elle a transformé. La substance formatrice de Wattles, une substance quasi physique, qui constitue tout l'univers et répond aux pensées, est devenue dans Le Secret l'univers qui t'écoute et t'envoie ce que tu demandes. Une entité plus personnelle, plus magique, moins mécanique. Ce changement est significatif. Il transforme un système basé sur un mécanisme, quelque chose qui fonctionne, parce qu'une certaine cause produit toujours un certain effet, en quelque chose qui ressemble plus à une relation avec une entité. Bienveillante. Les deux visions peuvent coexister, mais la mécanique de Wattles est plus utile pour quelqu'un qui veut comprendre comment ça fonctionne, pas juste espérer que ça fonctionne. Et la différence entre comprendre et espérer est exactement la différence entre une science et une religion. Wattles voulait une science. Il y a une autre transformation que Byrne a effectuée et qui mérite d'être nommée clairement. Le Secret a présenté la loi de l'attraction comme un mécanisme universel et automatique, accessible à tous immédiatement, sans conditions particulières autres que de vouloir vraiment. Il suffisait de visualiser, de croire et d'être reconnaissant, et les résultats allaient suivre. Cette présentation, aussi séduisante qu'elle soit, a un problème fondamental. Elle ne dit pas pourquoi ça ne fonctionne pas toujours. Et quand ça fonctionne pas pour quelqu'un, quand la personne visualise depuis des mois et que sa situation financière n'a pas changé le système de Le Secret, n'offre aucune explication autre que « croyez pas assez fort ». Ce qui revient à blâmer la victime, Wattles, lui, est beaucoup plus honnête et beaucoup plus précis. Il dit que le système fonctionne quand il est appliqué correctement. Et il définit exactement ce que correctement signifie la clarté de l'image, la certitude, la fréquence, la gratitude, l'action efficace, l'impression d'augmentation. Il dit aussi qu'il ne fonctionne pas bien quand l'un de ces éléments manque ou est mal appliqué. C'est pas tu n'y croyais pas assez. C'est voici précisément ce qui n'était pas au point dans ton application du système. Cette précision, cette capacité à diagnostiquer et à corriger est ce qui fait de la science de Wattles une science réelle plutôt qu'une promesse vague. Et c'est précisément ce qui a disparu dans la version populaire. La science de s'enrichir aujourd'hui, comment l'appliquer? Maintenant que tu comprends le système dans sa logique originale non plus comme une version simplifiée empruntée à un best-seller populaire, mais comme la science précise que Wattles a développée à travers des années de recherche et d'expérimentation, la question est « qu'est-ce que tu en fais ?» Wattles lui-même a répondu à cette question dans les derniers chapitres de son livre. Je vais te les présenter sous forme de pratiques
concrètes, adaptées à aujourd'hui. La première pratique est la construction de l'image. Prends le temps, pas 5 minutes, pas 1 heure distraite, mais un temps vraiment dédié de définir avec une précision maximale ce que tu veux. Pas être riche, pas vivre mieux. Quelque chose de précis? Quel type de revenu exactement? Générer de quelle façon? Par quelle activité qui te convient vraiment, qui correspond à tes compétences et à tes passions? Quelle vie quotidienne cette richesse permet-elle? À quoi ressemblent tes matins, tes journées, tes relations, tes projets? Wattles insiste. Cette image doit être aussi vivante, aussi détaillée, aussi sensorielle que possible. Pas une idée abstraite. Une image que tu peux presque voir, presque sentir, presque toucher. Et une fois construite, cette image devient l'objet de ta pratique mentale quotidienne. La deuxième pratique est ce que Wattles appelle le temps de contemplation. Chaque jour, pendant un moment le matin de préférence, avant que les demandes de la journée ne commencent à empiéter, tu tiens délibérément cette image dans ton esprit. Tu la revois, tu la ressens. Tu confirmes mentalement que c'est bien là où tu vas, que c'est bien ce qui est en train de se construire, que les circonstances actuelles ne sont que des étapes dans une direction claire. C'est pas de la rêverie, c'est un travail mental actif. La différence est dans l'intention. Tu ne rêves pas à ce que tu veux, tu affirmes ce qui est en cours de réalisation. La troisième pratique est la gratitude structurée. 2 fois par jour, matin et soir, prends quelques minutes pour être explicitement reconnaissant. D'abord pour ce que tu as déjà, précisément, concrètement. Pas je suis reconnaissant pour ma vie, une formule vide. Mais je suis reconnaissant pour cette conversation que j'ai eue hier, pour la lumière ce matin, pour le fait que mon corps fonctionne, pour la personne qui est là, et ensuite pour ce que tu crées, avec la même précision. Je suis reconnaissant pour la richesse qui est en train de se construire, pour les occasions qui arrivent, pour la clarté que j'ai sur ce que je veux. La quatrième pratique est l'action quotidienne orientée. Chaque jour, identifie l'action la plus efficace que tu peux faire aujourd'hui dans la direction de ton image. Pas la plus grande, pas la plus impressionnante, la plus alignée, et fais-la, complètement, sans te demander si les résultats seront immédiats, sans mesurer si ça semble te rapprocher, sans attendre de voir un signe que tu es sur la bonne voie. Wattles dit que l'action quotidienne efficace, même petite, même ordinaire, est l'interface entre ton monde intérieur et le monde extérieur. C'est là que la vision devient réalité, une action à la fois. La cinquième pratique est ce qu'il appelle rester sur le plan de la certitude. C'est la plus difficile. C'est de maintenir, en toutes circonstances, l'état mental de quelqu'un qui sait où il va. Pas de quelqu'un qui espère, pas de quelqu'un qui doute mais fait de son mieux. De quelqu'un qui sait. Quand les circonstances contredisent l'image, quand une opportunité échoue, quand une dépense inattendue arrive, quand une personne ne répond pas comme tu l'espérais, la réaction habituelle est le doute. Peut être que ça ne marche pas. Peut être que je ne suis pas fait pour ça. Wattles dit que ce doute est l'obstacle. Pas la circonstance elle-même. La circonstance est neutre. C'est le doute qui imprime dans la substance une image de l'échec. Rester sur le plan de la certitude signifie traiter chaque circonstance adverse, non pas comme une preuve que tu as tort, mais comme une information sur les ajustements à faire, tout en maintenant intacte la certitude de la direction. C'est une discipline, elle ne s'acquiert pas en une journée. Mais c'est elle, plus que toute autre chose dans le système de Wattles, qui fait la différence entre ceux qui appliquent le système et obtiennent des résultats, et ceux qui l'essaient et abandonnent. Il y a une image que Wattles utilise dans son livre et qui m'a frappé la première fois que je l'ai lu. Il parle d'un navigateur en mer. La destination est fixée, la route est tracée, et puis une tempête arrive. Le vent souffle dans la mauvaise direction. Les vagues dévient le bateau de sa trajectoire. Est-ce que le navigateur change de destination à cause de la tempête? Non. Est-ce qu'il reste paralysé en attendant que la mer se calme? Non. Il ajuste ses voiles, il tient la barre, il utilise le vent, même le vent contraire, pour se rapprocher de là où il va. Il traite la tempête comme une information opérationnelle, pas comme une remise en question de la destination. C'est exactement ce que rester sur le plan de la certitude signifie. Les circonstances adverses ne sont pas des signes que tu as tort. Elles sont des conditions météorologiques que tu traverses en maintenant le cap. Et un navigateur compétent sait que la mer change, que la tempête passe, et que la destination, elle, ne bouge pas. La sixième pratique est ce que Wattles appelle le bon milieu. Il dit que tu dois te placer dans le milieu qui soutient ton enrichissement. Pas nécessairement changer de ville ou de cercle social du jour au lendemain, mais être attentif aux environnements dans lesquels tu passes ton temps, les personnes, les conversations, les lectures, les informations que tu consommes. Si tu passes la majorité de ton temps dans des environnements qui renforcent une vision de manque, de compétition stérile, d'impossibilité, ton esprit s'y adapte.
L'image que tu tiens commence à s'éroder. Si tu t'entoures de personnes qui ont accompli des choses que tu veux accomplir, de livres qui élargissent ta vision, de conversations qui stimulent ton ambition, l'image se renforce. C'est pas de l'élitisme, c'est pas se couper des gens qu'on aime parce que ils sont pas assez positifs. C'est une conscience de l'influence des environnements sur la qualité et la stabilité de la pensée. Et dans la mesure du possible, tu choisis des environnements qui soutiennent la vision, pas tous. Pas tout le temps la vie est ce qu'elle est, mais comme une tendance, comme une direction dans laquelle tu orientes tes choix. À conclusion, tu tiens la source entre les mains. En 2006, des dizaines de millions de personnes ont lu Le Secret et y ont trouvé quelque chose qui résonnait profondément en eux. Une idée que leur pensée avait un pouvoir réel sur leur réalité. Que l'univers n'était pas une machine indifférente qui distribuait les ressources au hasard. Que quelque chose de plus profond, de plus intelligent, de plus réceptif à leur vision existait. Cette intuition était juste, mais l'outil qu'on leur a donné pour la travailler était incomplet. Parce que le système complet, le système original, avec sa rigueur, ses distinctions précises, son exigence envers la qualité de la pensée et l'efficacité de l'action, était dans un livre que personne ne leur a vraiment présenté. Un livre écrit en 1910 par un homme qui a passé toute sa vie dans la pauvreté à chercher la loi qui la gouvernait, et qui l'a trouvé. Wallace Wattles n'a pas écrit une philosophie de l'optimisme. Il n'a pas écrit un guide de la pensée positive. Il a écrit une science, un ensemble de causes et d'effets qui fonctionnent avec la régularité des lois physiques. La substance formatrice répond aux pensées claires, tenues avec certitude, soutenues par une gratitude authentique et traduite en actions efficaces orientées. Ce n'est pas une promesse, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme est à ta disposition exactement comme il l'a été pour les rares personnes qui ont lu ce livre dans sa forme originale depuis 1910. Exactement comme il l'était pour Wallace Wattles lui-même dans les dernières années de sa vie, quand il a finalement commencé à appliquer ce qu'il avait mis des décennies à comprendre. Rhonda Byrne a eu raison d'en faire quelque chose de grand. Elle a eu le mérite d'amener cette idée à 30 millions de personnes. Mais maintenant tu connais la source. Et la source est plus riche, plus précise et plus puissante que ce qu'on en a distillé. Je veux finir avec quelque chose que Wattles dit dans les dernières pages de son livre, et qui peut être la phrase la plus importante de tout ce qu'il a écrit. Il dit « Commencez maintenant, pas demain, pas quand les circonstances seront meilleures, pas quand tu auras lu un autre livre, suivi une autre formation, économisé un peu plus d'argent pour te sentir plus en sécurité avant d'essayer. Maintenant, parce que le système ne commence à fonctionner que quand tu commences à l'appliquer. Et chaque jour sans application est un jour sans impression dans la substance. Un jour sans élan, un jour de plus dans les mêmes circonstances. » Wattles avait passé des décennies à chercher ce qu'il cherchait avant de le trouver. Et une fois qu'il l'a trouvé, il lui restait à peine 1 an à vivre pour l'appliquer. Il est mort en 1911, 1 an après la publication de son livre. Ce qu'il a accompli dans cette dernière année, les changements réels dans sa vie, dans ses finances, dans son rayonnement, sont une démonstration que le temps n'est jamais entièrement perdu si tu as enfin la clé. Mais moins tu attends, mieux c'est. La question n'est plus de savoir si ça fonctionne. Elle n'est pas non plus de savoir si tu le mérites. Wattles a été très clair là-dessus dès le premier chapitre. Tu as le droit d'être riche. Ce droit n'est pas à gagner. Il est là, disponible, attendant que tu te positionnes pour le recevoir. La seule question est, est-ce que tu vas commencer maintenant ? Parce que la substance formatrice n'attend pas. Elle est là, perpétuellement disponible, perpétuellement réceptive. Elle n'a pas d'agenda. Elle n'a pas de préférence. Elle répond à ce qui est imprimé en elle. Et ce qui est imprimé en elle, à partir de maintenant, dépend entièrement de toi.